Bienvenue, chers auditeurs, dans cet espace où le passé et le présent se rencontrent, un lieu calme et propice au repos où l'histoire vient à vous, non pas comme une leçon à réciter, mais comme une douce berceuse. Laissez-vous glisser dans ce voyage à travers le temps, loin du tumulte du monde moderne. Ce soir, nous partons à la découverte d'un des esprits les plus brillants et les plus espiègles que la France ait jamais enfanté. Un homme dont le nom est devenu synonyme de l'esprit des Lumières, Voltaire. Fermez doucement les yeux et laissez la voix vous guider, tandis que nous remontons le cours de l'histoire jusqu'au début du XVIIIe siècle. Nous sommes à Paris, une ville de contraste, où la splendeur des palais côtoie la misère des ruelles sombres. C'est dans ce Paris effervescent que naît un petit garçon, un enfant dont l'avenir est loin de laisser présager le tourbillon d'idées qu'il va déclencher. Son vrai nom est François-Marie Arouet, et il n'est pas encore le philosophe adulé ou honni que l'histoire retiendra. Il est juste un enfant de la bourgeoisie, élevé dans un monde de règles strictes et de conventions sociales, un monde qu'il passera sa vie à questionner, à critiquer et à déconstruire, avec une plume affûtée comme une épée. Dans la quiétude de votre chambre, imaginez les rues pavées, les calèches qui s'y croisent et le brouhaha lointain de la vie parisienne. Visualisez les salons littéraires où les esprits se rencontrent pour débattre, pour rire et pour échafauder des idées nouvelles. C'est là que notre jeune Arouet, déjà doué d'un esprit vif et d'un sens de l'ironie aiguisé, fait ses premières armes. Il se lie d'amitié avec des figures influentes, tout en développant une aversion profonde pour l'injustice et la superstition. Il est un observateur attentif de la société, et il voit bien les failles de ce système. Les privilèges de la noblesse, l'intolérance religieuse, la censure de la pensée, tout cela le révolte, et il ne tardera pas à le faire savoir. Alors que le sommeil vous enveloppe, permettez à ces images de se former dans votre esprit. L'image d'un jeune homme dont le regard perçant semble déjà voir plus loin que son époque. C'est un homme qui refuse de se contenter des réponses toutes faites, qui veut comprendre le pourquoi des choses, qui ose douter des vérités établies. Il incarne, à sa manière, l'esprit de son siècle, le siècle des Lumières, où la raison commence à chasser les ténèbres de l'ignorance. Il devient Voltaire, un nom qu'il choisit pour lui-même, un pseudonyme qui le libère de son passé et le propulse dans l'arène publique. Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de cet homme extraordinaire. Nous le verrons poète et dramaturge à succès, s'attirant les foudres de la cour et des grands de ce monde. Nous le suivrons dans son exil en Angleterre, une période qui va transformer sa pensée de manière radicale. Il y découvre une société plus libre, plus ouverte, et revient en France avec de nouvelles idées qui vont secouer le pays. Nous le retrouverons dans son château de Cirey, aux côtés de sa compagne, la brillante Émilie du Châtelet, où il continue ses travaux littéraires et scientifiques, tel un moine laïque. Nous aborderons aussi ses combats, ses célèbres engagements pour la justice, notamment l'affaire Calas, qui fait encore écho de nos jours. Voltaire ne se contente pas d'écrire, il agit. Il devient un défenseur des opprimés, une voix pour ceux qui n'en ont pas. Il est le symbole de la justice et de l'humanité, luttant contre le fanatisme et l'arbitraire. Nous le suivrons dans sa vieillesse, à Ferney, où il devient le patriarche, recevant les grands esprits de son temps, et s'amusant à cultiver son jardin, un lieu de sérénité après une vie de combat. Enfin, nous évoquerons son retour triomphal à Paris, une apothéose pour un homme qui a passé tant d'années en exil, et sa mort, symbole de la fin d'une époque. Et nous terminerons notre voyage en réfléchissant à l'héritage qu'il nous a laissé. Une pensée libre et critique, un amour de la raison et une quête inlassable de la justice. Cette histoire est un fil que nous allons tisser ensemble, lentement et calmement. Elle est une invitation à vous détendre, à laisser les pensées du jour s'envoler comme des nuages. Laissez-vous bercer par le récit de la vie d'un homme qui a su, par sa plume, changer le monde. Et alors que la nuit s'installe, que votre respiration se fait plus lente et plus profonde, nous allons commencer notre périple. Doux rêve. Alors que nous dérivons doucement dans le passé, nous nous retrouvons en 1784 dans les rues animées du Paris de Louis XIV. Le grand roi Soleil règne encore en maître,
mais sous la surface de la splendeur versaillaise, un monde de bouleversements intellectuels se prépare. C'est dans ce contexte qu'un enfant voit le jour, François-Marie Arouet. Nous nous concentrons sur ses premières années, une période cruciale qui façonne l'homme qu'il deviendra. Il est né dans une famille de la petite bourgeoisie, son père est notaire, une position respectable, mais loin des fastes de l'aristocratie. Cette origine modeste, pour un esprit aussi brillant, est sans doute l'une des sources de son ressentiment et de son sens de l'injustice face à un système de privilèges hérité. Le jeune François-Marie est envoyé au collège Louis le Grand, l'une des écoles les plus prestigieuses de l'époque, tenue par les jésuites. C'est un lieu d'apprentissage rigoureux, où la rhétorique, la poésie et la théologie sont les piliers de l'éducation. C'est là qu'il révèle ses talents, qu'il se fait remarquer par son esprit vif et sa facilité à manier la plume. Mais c'est aussi là qu'il commence à développer son esprit critique. Il est un élève doué, mais déjà indomptable. Il se lie d'amitié avec les fils de grandes familles, une première incursion dans un monde qui le fascine et l'agace tout à la fois. Alors que le bruit de la vie scolaire s'estompe, vous pouvez imaginer les couloirs silencieux, les salles de classe éclairées à la chandelle et le murmure des leçons. À la fin de ses études, il est censé suivre les traces de son père et se destiner à une carrière juridique. Mais l'appel de la littérature est plus fort que les lois. Il fréquente les salons, ces lieux de rencontre où l'élite intellectuelle de Paris se retrouve pour échanger des idées, des vers et des bons mots. Il se fait remarquer par son esprit et son insolence, et ses talents de poète et de dramaturge ne tardent pas à être connus. C'est à cette époque qu'il adopte le nom de Voltaire, un anagramme de son nom de famille, Arouet, et des initiales Le Jeune. C'est bien plus qu'un simple pseudonyme. C'est une renaissance, une façon de se libérer des liens de sa naissance et de se forger une nouvelle identité, celle d'un homme de lettres indépendant et libre. Cependant, cette liberté a un prix. L'aristocratie française, si elle apprécie son esprit, n'apprécie pas qu'un roturier s'en prenne à ses privilèges. Voltaire, par ses poèmes satiriques et ses pièces de théâtre, se moque des mœurs, des prétentions et de l'hypocrisie de la noblesse. Il se fait des ennemis puissants, et l'un d'eux, le chevalier de Rohan, l'insulte publiquement. Voltaire répond avec son esprit aiguisé, ce qui déplaît fortement au noble qui le fait passer à tabac par ses laquais. Cette humiliation marque un tournant. L'humiliation n'est pas tant la violence physique que l'impuissance de Voltaire, qui ne peut pas défier en duel un homme de plus haut rang. Il est un citoyen de seconde classe. Il se retrouve emprisonné à la Bastille, le symbole de l'arbitraire royal, pendant quelques mois. L'injustice de cet épisode, où il est puni pour avoir osé s'opposer à un noble, le marque profondément. Le sommeil s'installe, et vous pouvez imaginer les murs épais de la prison, le silence lourd qui y règne. Voltaire y est enfermé non pas pour un crime grave, mais pour avoir offensé l'honneur d'un noble. C'est dans ce silence forcé qu'il trouve une force nouvelle, une détermination à combattre ce système injuste. Il écrit la Henriade, un poème épique sur Henri IV, roi tolérant et visionnaire, un modèle pour la France et un exemple des idéaux qu'il défendra toute sa vie. Après sa libération, il se voit contraint à l'exil. Il part pour l'Angleterre, sans se douter que ce voyage va changer sa vie et sa vision du monde. Il laisse derrière lui la France, ses privilèges, son absolutisme, et part vers une terre où il espère trouver une nouvelle forme de liberté. Alors que vous vous enfoncez dans un sommeil profond et paisible, laissez ces images s'effacer doucement. La Bastille, la cour, les salons. Ce n'est que le début de l'histoire de Voltaire, et la suite de son voyage est une exploration d'un monde nouveau, une révélation qui va donner un nouveau souffle à la pensée française. Nous allons laisser Paris derrière nous et voguer vers de nouveaux horizons. Le voyage en Angleterre au début du XVIIIe siècle n'est pas un simple déplacement géographique pour Voltaire. C'est un véritable choc intellectuel et une révélation. Après l'humiliation et l'emprisonnement à la Bastille, le jeune homme arrive dans un pays qui, à bien des égards, est l'antithèse de la France absolutiste qu'il a quittée. Nous sommes en 1726. Fermez les yeux et imaginez les côtes anglaises s'approchant lentement, le navire glissant sur les eaux, et l'espoir d'un monde nouveau s'éveillant.
Il ne connaît alors que peu de choses de cette île, mais il va y découvrir une société différente, où le pouvoir n'est pas absolu et où les idées circulent plus librement. L'Angleterre a connu sa propre révolution un siècle plus tôt, et le pouvoir du roi est désormais limité par un parlement. C'est une monarchie constitutionnelle, une idée presque subversive pour un Français habitué à la toute-puissance de Louis XIV. Mais ce n'est pas seulement le système politique qui fascine Voltaire. Il est également impressionné par la tolérance religieuse qui règne. Alors que la France persécute encore les protestants, l'Angleterre permet une relative liberté de culte. Ces idées se retrouvent dans les œuvres du philosophe John Locke, dont les écrits sur le gouvernement et les droits naturels de l'homme deviennent une source d'inspiration majeure pour Voltaire. Il est stupéfait de voir que les Anglais respectent les opinions de chacun et que la religion n'est pas un motif pour s'entretuer. C'est dans ce contexte que naît en lui l'idée que la tolérance n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité pour une société harmonieuse. Voltaire découvre aussi les travaux du physicien et mathématicien Isaac Newton. Il est émerveillé par la théorie de la gravitation universelle, qui explique le mouvement des corps célestes par des lois rationnelles et mathématiques, loin des explications divines ou mystiques. Pour lui, la science est une nouvelle religion, celle de la raison. Il se met à étudier les sciences, à s'intéresser à la physique et à l'astronomie, et il voit dans la méthode scientifique la clé pour comprendre le monde. La science devient un remède contre l'ignorance et la superstition, deux mots qu'il a l'intention de combattre de toutes ses forces. Il voit une corrélation directe entre la liberté de penser et le progrès scientifique. C'est une épiphanie, une révélation qui va profondément marquer sa pensée. Durant son exil, Voltaire se lie d'amitié avec les grands esprits de son temps. Il fréquente les salons, les clubs et les théâtres londoniens. Il assiste à des pièces de Shakespeare, un dramaturge dont il admire le génie, mais dont il juge le style encore trop barbare par rapport au classicisme français. Il se passionne pour le théâtre anglais, plus libre et moins contraint que le théâtre français. Il rédige ses lettres philosophiques ou lettres anglaises, un ouvrage dans lequel il décrit, à travers le prisme de son expérience en Angleterre, les mœurs, la religion et la politique du pays. C'est une critique indirecte de la société française, de ses institutions et de ses préjugés. Il y oppose l'Angleterre libre et moderne à la France absolutiste et archaïque. L'ouvrage est un succès retentissant à sa publication, mais il est interdit en France, brûlé en place publique, et Voltaire, à son retour, est de nouveau contraint de fuir les autorités. Alors que vous vous glissez plus profondément dans votre sommeil, vous pouvez imaginer les scènes de la vie londonienne. Les théâtres, les clubs, les discussions animées sur la politique et la science. Visualisez Voltaire, un étranger dans cette ville, absorbant avidement toutes ces nouvelles idées. Il est comme une éponge qui s'imprègne de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Il rentre en France avec une nouvelle vision du monde, une nouvelle arme pour combattre l'injustice, la raison. Son exil a été un temps d'apprentissage, une transformation qui va faire de lui le chef de file de la philosophie des Lumières. Après son retour d'Angleterre, où les idées de liberté et de raison ont profondément marqué son esprit, Voltaire ne peut plus se résoudre à la vie parisienne, avec ses intrigues de cour et la menace constante de la censure. Nous sommes en 1734. C'est alors qu'il trouve un havre de paix, un refuge pour ses pensées et ses écrits, le château de Cirey-sur-Blaise en Champagne. Laissez-vous porter par le calme de la campagne française, loin du tumulte des villes. Imaginez les champs verdoyants, le silence apaisant des bois et le murmure lointain de la rivière. C'est ici, dans ce lieu retiré, que Voltaire va connaître l'une des périodes les plus fécondes de son existence. Ce château n'est pas seulement un lieu de retraite, c'est aussi et surtout le foyer de son grand amour et de son extraordinaire collaboratrice, la marquise Émilie du Châtelet. Cette femme, d'une intelligence rare, est à la fois une aristocrate, une philosophe et une scientifique brillante. Elle est un esprit libre et curieux, passionné par les mathématiques et la physique, notamment les travaux de Newton, qu'elle est en train de traduire et de commenter. Ensemble, ils créent un véritable laboratoire d'idées,
un lieu où la philosophie et la science se rencontrent. Le château devient un centre intellectuel où ils reçoivent des amis, des savants et des artistes, mais ils y vivent aussi des jours de travail intenses. Voltaire et Émilie du Châtelet partagent une passion commune pour la connaissance. Ils se lancent dans des expériences scientifiques, étudiant la nature de la lumière, l'électricité ou la physique. C'est une période de grande créativité pour Voltaire. Il écrit de nombreuses œuvres, des tragédies comme Zaïre, des poèmes épiques, et surtout, il commence à rédiger ses premiers ouvrages d'histoire. Il ne se contente pas de relater des événements, il cherche à les expliquer, à les comprendre à travers le prisme de la raison. Son ouvrage sur l'histoire de Charles Dove de Suède et le siècle de Louis XV sont les premières pierres d'une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Une histoire qui ne glorifie pas les rois, mais qui analyse les causes et les conséquences. Une histoire qui place les peuples au centre du récit. La vie à Cirey est un équilibre entre le travail acharné et les plaisirs de l'esprit. Le couple se lève tôt et se met au travail chacun dans son cabinet avant de se retrouver pour dîner et échanger sur leurs recherches. Les soirées sont souvent dédiées à la lecture de pièces de théâtre, à des discussions animées ou à de la musique. Émilie du Châtelet n'est pas seulement une compagne, elle est une égale, une intellectuelle qui stimule son esprit et le pousse à se dépasser. Il est fasciné par sa logique et sa rigueur, et elle est inspirée par son énergie et son humour. C'est une union parfaite d'esprits brillants qui s'admirent et se complètent. Alors que les ombres s'allongent et que le sommeil vous enveloppe, imaginez le calme de ce château. Les bibliothèques remplies de livres, les tables couvertes de parchemins et de manuscrits, les instruments scientifiques posés sur des tables en bois sombre. Vous pouvez presque sentir l'odeur de l'encre et du papier. C'est dans ce cadre paisible que Voltaire forge les idées qui vont bientôt bouleverser le monde. Il n'est pas seulement un agitateur, un provocateur, il est aussi un travailleur acharné, un savant qui, loin du tumulte, cherche la vérité dans les livres et les expériences. Cirey est un lieu d'éveil, où il apprend à canaliser son énergie et son génie. C'est une période de bonheur et de productivité intense qui prend fin tragiquement avec la mort d'Émilie du Châtelet en 1749. La mort d'Émilie du Châtelet en 1749 plonge Voltaire dans un profond chagrin. C'est la fin d'une époque, d'une union intellectuelle et affective unique. Après cette perte, il se sent à nouveau seul et exposé. Et il a besoin de retrouver un but. C'est alors qu'il se tourne vers un puissant monarque, un homme qui partage sa passion pour la philosophie et la littérature, Frédéric II de Prusse. Nous sommes en 1750. Fermez les yeux et imaginez les paysages de l'Europe centrale, les forteresses et les champs de bataille, un monde très différent du calme champenois. Le roi de Prusse, que l'histoire retiendra comme Frédéric le Grand, est un souverain cultivé et éclairé, qui se veut l'ami des philosophes. Il courtise Voltaire depuis des années, l'invitant à venir à sa cour de Potsdam près de Berlin. Voltaire, espérant y trouver un nouveau refuge et l'occasion d'influencer directement un monarque, accepte l'invitation. Il voit en Frédéric le Grand la possibilité de mettre en pratique les idéaux des Lumières, un roi philosophe qui utiliserait son pouvoir pour le bien de son peuple, pour la tolérance et la justice. Il est accueilli avec les honneurs. Frédéric lui offre un appartement dans son palais, une pension confortable et le couvre de cadeaux. Les premiers mois sont idylliques. Les deux hommes passent leur journée à débattre de philosophie, à écrire des vers, à s'amuser de l'esprit de l'autre. Frédéric surnomme Voltaire son ami de cœur et le Français est flatté d'avoir une telle influence sur un roi. Cependant, cette relation, aussi prometteuse soit-elle, est vouée à l'échec. Le caractère de Voltaire, indépendant et irrévérencieux, se heurte bientôt au tempérament autoritaire et cynique de Frédéric. Le roi est un despote éclairé. Il admire les philosophes, mais il ne supporte pas qu'on s'oppose à lui. Leurs discussions virent souvent au pugilat intellectuel. Le roi le charge de missions comme celle de corriger ses poèmes, mais il ne supporte pas la critique. L'ambiance se dégrade. Voltaire, toujours aussi passionné par l'argent et les affaires, se lance dans des spéculations boursières qui déplaisent fortement à Frédéric. Le roi, de son côté, ne peut s'empêcher de faire preuve de jalousie envers les autres intellectuels de la cour.
La situation devient intenable. Voltaire, de plus en plus isolé, se sent prisonnier de cette cage dorée. L'incident qui met le feu aux poudres est une querelle avec un académicien prussien, Maupertuis, que Voltaire ridiculise dans une satire acerbe. Le roi, furieux de voir un de ses protégés attaqué, prend parti pour Maupertuis et fait brûler l'ouvrage de Voltaire. C'est un retour de bâton amer pour le philosophe qui avait fui la France pour échapper à la censure et qui se retrouve confronté à l'arbitraire du roi qu'il admirait. En 1753, il quitte la Prusse, mais Frédéric le fait arrêter à la frontière de Francfort, le dépouillant de ses papiers et de ses biens. Un dernier affront qui sonne la fin de leur amitié. Alors que le sommeil vous gagne, vous pouvez imaginer les longs couloirs du palais de Potsdam, les jardins immenses où Frédéric et Voltaire se promènent en discutant. Mais ces images se brouillent, laissant place à une atmosphère plus pesante, celle d'une amitié trahie, d'un idéal bafoué. Voltaire a appris une leçon importante. Un roi, même s'il se dit philosophe, reste un roi, et la liberté d'un intellectuel ne peut se monnayer sans se perdre. Ce deuxième exil, cette fois-ci de la Prusse, va le conduire à une nouvelle étape de sa vie, une étape où il ne dépendra plus d'aucun monarque. Après son exil de Prusse, Voltaire est un homme sans patrie. Il a fui Paris pour l'Angleterre, puis l'Angleterre pour Paris, avant de s'installer chez Émilie du Châtelet, et enfin de s'exiler en Prusse. Il refuse de retourner en France, où il risque la prison, et il ne veut pas non plus dépendre d'un autre monarque. Il décide alors de s'établir à la frontière, dans une région où il peut passer facilement d'un pays à l'autre. Nous sommes en 1758. Fermez les yeux et laissez-vous transporter vers les rives du lac Léman, un paysage serein et majestueux. Voltaire fait l'acquisition d'une propriété, les Délices, près de Genève, puis d'un château plus grand, celui de Ferney, à quelques kilomètres de là. C'est là, dans ce lieu à la fois proche de la France et loin de son absolutisme, qu'il va passer les 20 dernières années de sa vie et devenir le célèbre patriarche de Ferney. Voltaire, à cette époque, est un homme riche et célèbre. Il a fait fortune grâce à des investissements judicieux, notamment dans le commerce colonial, et il reçoit des pensions de plusieurs cours européennes, ce qui lui assure une indépendance financière totale. Il n'est plus un simple homme de lettres, il est devenu un véritable pouvoir en soi, une force intellectuelle avec laquelle les rois et les puissants doivent composer. Son domaine de Ferney est un lieu de travail acharné et d'hospitalité. Il y reçoit des visiteurs du monde entier, des philosophes, des écrivains, des princes, des savants. Il correspond avec des centaines de personnes, échangeant des lettres sur tous les sujets, de la politique à la poésie, en passant par la science. Il est le centre d'un vaste réseau d'information et d'influence, une véritable république des lettres. Le patriarche de Ferney mène une vie réglée et productive. Il se lève tôt, travaille sur ses écrits, supervise les travaux agricoles de son domaine, s'occupe de sa petite communauté qu'il a créée de toutes pièces. Il a transformé Ferney, un village délabré, en un bourg prospère, y installant des artisans, des paysans, et développant l'industrie de l'horlogerie et de la soierie. Il est à la fois un seigneur bienveillant, un entrepreneur et un philosophe. Il écrit sans relâche, des pièces de théâtre, des contes philosophiques comme Candide, des essais sur la tolérance, des articles pour l'encyclopédie. Il est partout à la fois, et sa plume est une arme redoutable qu'il utilise pour défendre ses idées et ses combats. C'est à Ferney que Voltaire commence à se forger une image d'homme bienveillant, défenseur des opprimés. Sa maison devient un lieu de refuge pour les intellectuels persécutés. Il utilise sa renommée pour dénoncer l'injustice et le fanatisme. Il est un homme de combat, mais ses combats se font à distance, par la force des mots et des idées. Il est la voix de ceux qui ne sont pas entendus. Il est devenu la conscience de l'Europe. Tandis que les bruits de l'extérieur s'estompent et que le sommeil vous enveloppe, imaginez le calme majestueux du lac Léman et les montagnes qui l'entourent. Visualisez Voltaire, un homme âgé, mais dont le regard pétille encore de malice, dans son jardin à Ferney, son royaume personnel. Il se promène, méditant sur les injustices du monde et cherchant la meilleure façon d'y faire face avec une plume pour seule arme. C'est à Ferney que Voltaire, devenu le patriarche respecté et indépendant,
va mener son combat le plus célèbre et le plus emblématique de ses idéaux, l'affaire Calas. Fermez les yeux et laissez-vous transporter dans le silence des montagnes, tandis que nous plongeons dans une histoire d'injustice, de fanatisme et d'humanité. L'année 1771, à Toulouse, marque le début de cette tragédie. Un commerçant protestant, Jean Calas, est accusé d'avoir assassiné son fils, Marc-Antoine, pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Bien que le jeune homme ait été retrouvé pendu, la rumeur publique, alimentée par l'intolérance religieuse de l'époque, se propage comme une traînée de poudre. La famille Calas est immédiatement suspectée. L'enquête est bâclée, la procédure est viciée par des préjugés religieux. Dans le climat d'intolérance qui règne dans le sud de la France, les juges locaux, catholiques fervents, n'hésitent pas à condamner Jean Calas à une mort atroce, sans la moindre preuve formelle. Il est roué vif, puis étranglé, après avoir subi d'horribles tortures. Ses biens sont confisqués, sa famille est dispersée. C'est une affaire de meurtre qui devient un symbole de la persécution religieuse et de l'arbitraire de la justice. Lorsque Voltaire, depuis son refuge de Ferney, entend parler de cette histoire, il est d'abord sceptique. Mais après avoir mené sa propre enquête, correspondant avec la famille et ses défenseurs, il est convaincu de l'innocence de Calas et de l'injustice de la sentence. Pour lui, ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille malheureuse, c'est l'illustration parfaite du fanatisme religieux, ce monstre qu'il a toujours combattu. Il décide alors d'agir, non pas comme un simple philosophe, mais comme un véritable activiste pour la justice. Il fait de l'affaire Calas son combat personnel. Commence alors une campagne médiatique avant la lettre, orchestrée par le patriarche de Ferney. Il écrit des lettres à tous ses contacts, des princes aux intellectuels, des marchands aux avocats, pour dénoncer l'injustice. Il rédige le traité sur la tolérance, un chef-d'œuvre de l'éloquence, où il plaide avec passion et logique pour la liberté de conscience et la fin des persécutions. Il utilise sa renommée, son réseau, son argent pour mobiliser l'opinion publique dans toute l'Europe. Il ne cesse d'écrire, de pamphlétiser, de créer des poèmes et des contes pour raconter l'histoire des Calas et dénoncer les juges fanatiques. Il ne lâche rien, persuadé que la raison et la vérité finiront par triompher. Il est la voix de cette famille brisée, l'écho de leur souffrance. Après plusieurs années de lutte acharnée, la vérité finit par l'emporter. En 1765, le Conseil du roi à Paris casse l'arrêt de Toulouse. La mémoire de Jean Calas est réhabilitée et sa famille est indemnisée. C'est une victoire éclatante pour Voltaire, mais aussi pour les idéaux des Lumières. L'affaire Calas devient un symbole de la lutte contre le fanatisme et pour les droits de l'homme. Alors que vous vous enfoncez dans un sommeil réparateur, imaginez Voltaire, dans son cabinet de travail, la plume à la main, luttant inlassablement contre l'injustice. Son regard, fatigué par les années, est animé par une lueur de détermination. C'est le combat d'un homme seul contre un système. Un combat qui nous rappelle que les mots peuvent être plus puissants que les armes. Le calme de votre chambre est le reflet de l'apaisement que la justice peut apporter, même des siècles après les faits. Après le succès retentissant de l'affaire Calas, la renommée de Voltaire atteint son apogée. Il est désormais reconnu comme le champion de la justice et de la tolérance. Cette autorité morale lui confère une influence considérable sur le plus grand projet intellectuel de son siècle, l'encyclopédie. Fermez les yeux et imaginez une France encore imprégnée d'obscurantisme, où le savoir est souvent l'apanage de quelques-uns, et où les idées nouvelles sont accueillies avec méfiance. C'est dans ce contexte que le projet de l'encyclopédie, initié par Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert, prend tout son sens. Il s'agit de réunir et de diffuser toutes les connaissances humaines des arts et métiers à la philosophie et aux sciences, pour changer la façon commune de penser. Voltaire, depuis son refuge de Ferney, devient un contributeur majeur de cette œuvre monumentale. Il écrit des dizaines d'articles sur des sujets allant de l'histoire à la littérature en passant par la philosophie et la théologie. Ces articles, souvent satiriques et toujours incisifs, sont des instruments de combat contre la superstition et le fanatisme. Il critique la monarchie de droit divin, l'intolérance religieuse et les préjugés de l'époque. Il utilise l'encyclopédie comme une tribune pour défendre ses idées sur la tolérance,
la liberté de penser et la justice. Le rôle de Voltaire ne se limite pas à la simple rédaction d'articles. Il est également une source d'inspiration et un guide pour les autres philosophes des Lumières. Il entretient une correspondance assidue avec Diderot, d'Alembert et d'autres contributeurs, les encourageant, les conseillant et les poussant à aller toujours plus loin dans leur quête de la vérité. Il est le point de ralliement de ces esprits brillants qui, malgré les distances et les dangers, se sentent unis par un même idéal, la foi en la raison et en l'humanité. L'encyclopédie devient le symbole de cette république des lettres dont Voltaire est le patriarche. Cependant, le projet n'est pas sans danger. L'Église et le pouvoir royal voient d'un mauvais œil cette œuvre qui remet en question les dogmes et l'autorité établie. L'encyclopédie est censurée à plusieurs reprises. Ses auteurs sont menacés et persécutés. Malgré les obstacles, le projet avance, en partie grâce au soutien discret de puissants protecteurs, mais surtout grâce à la persévérance de ses créateurs. C'est un combat de longue haleine, une guerre de papier et d'idées contre le pouvoir établi. Voltaire, même s'il est loin, est au cœur de cette lutte, apportant son soutien indéfectible et son prestige. Alors que vous vous enfoncez dans un sommeil paisible, imaginez les piles d'articles, les volumes reliés, les illustrations détaillées des machines et des métiers qui composent l'encyclopédie. C'est une immense bibliothèque virtuelle qui prend forme, une somme de connaissances qui va nourrir les esprits pour les siècles à venir. Voltaire en est un des architectes, un de ces hommes qui ont jeté les bases d'un monde nouveau. Un monde où la raison prime sur la foi aveugle, où la tolérance remplace le fanatisme et où la justice est un idéal à atteindre. À l'aube de ses 84 ans, après plus de 2 décennies passées dans la quiétude relative de Ferney, Voltaire est un vieil homme fatigué, mais toujours animé d'un feu intérieur. Il a survécu à ses ennemis, à ses amis, et sa réputation de philosophe et de justicier est établie dans toute l'Europe. En 1768, il décide de faire ce que l'on considère comme son dernier pèlerinage, un retour à Paris, la ville de sa jeunesse qu'il a quittée depuis si longtemps. Fermez les yeux et imaginez les routes de France, le froid de l'hiver qui s'installe et la calèche du vieux patriarche qui avance lentement vers la capitale. Ce retour n'est pas celui d'un simple vieillard, c'est le triomphe d'une idée, celui de la raison. Les nouvelles de son arrivée se répandent comme une traînée de poudre. La population de Paris, qui le connaît à travers ses écrits, ses combats, ses satires, est en émoi. À son arrivée, il est accueilli en héros. Les foules se pressent sur son passage pour l'acclamer. On le porte en triomphe, on l'applaudit, on le vénère. C'est un retour inattendu pour un homme qui a passé tant d'années en exil, banni par l'Église et la cour. Il est le symbole vivant de la liberté de penser, le champion de tous ceux qui se sentent opprimés par l'arbitraire et l'injustice. On le surnomme le père de la patrie, l'incarnation de l'esprit français. Voltaire s'installe dans la maison de son ami le marquis de Villette. Il est submergé de visites, de lettres, de poèmes qui lui sont dédiés. On vient le voir de partout. La noblesse et le clergé, qu'il avait jadis persécutés, viennent s'incliner devant lui. Il reçoit les hommages de l'Académie française, il assiste à la représentation de sa dernière tragédie, Irène, à la Comédie Française, où il est couronné de lauriers, sous les applaudissements d'un public en délire. C'est l'apothéose d'une vie de combat, une consécration tardive et magnifique. Mais la santé de Voltaire est fragile. Le voyage et l'excitation de son retour ont raison de ses dernières forces. Il est épuisé et sa fin est proche. Les jésuites, ses anciens professeurs, tentent une dernière fois de le convertir sur son lit de mort. Mais Voltaire, toujours aussi fidèle à ses principes, refuse de renier ses convictions. Il meurt le 30 mai 1768, laissant derrière lui une France en deuil, mais aussi une France qui s'apprête à vivre des bouleversements sans précédent. Sa mort est à l'image de sa vie, tumultueuse. L'Église, refusant de lui accorder une sépulture chrétienne, le fait enterrer discrètement dans une abbaye de Champagne. Mais en 1791, pendant la Révolution française, ses cendres seront exhumées et transférées au Panthéon, le temple des grands hommes de la nation. Il entre dans l'histoire non plus comme un homme, mais comme un symbole. Alors que le silence de la nuit s'installe et que le sommeil vous emporte,
Imaginez le spectacle de la foule parisienne acclamant le vieil homme de Ferney. C'est une scène qui illustre le passage d'une époque à une autre, d'un monde d'absolutisme à un monde où les idées de liberté et de justice commencent à prendre corps. C'est la fin d'un homme, mais le début d'un héritage immortel. Nous arrivons au terme de notre voyage, alors que le silence de la nuit s'est pleinement installé. Voltaire s'est éteint, mais son esprit et ses idées, eux, sont immortels. Son héritage est immense, et il continue de résonner dans notre monde moderne. Fermez les yeux pour la dernière fois et laissez-vous porter par la réflexion sur la trace qu'il a laissée, un héritage fait de raison et de tolérance. La philosophie des Lumières, dont il fut l'un des plus grands héros, est la fondation de notre monde. Voltaire a, plus que quiconque, popularisé des idées qui étaient, jusqu'à lui, l'apanage d'une élite savante. Il a su les rendre accessibles, les faire circuler, les transformer en armes contre l'injustice. Il a plaidé pour un monde où la raison serait la seule guide, où la justice l'emporterait sur l'arbitraire et où la tolérance serait la règle. Son célèbre « Écraser l'infâme », qui visait le fanatisme et l'intolérance sous toutes leurs formes, est un cri de guerre qui a traversé les siècles. Il est, pour beaucoup, le père spirituel de la laïcité et de la liberté de conscience. Son influence sur la Révolution française est incontestable. Même s'il est mort avant 1789, ses idées ont nourri les esprits des révolutionnaires. Les droits de l'homme, l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, tout cela trouve ses racines dans les écrits de Voltaire et des philosophes de son temps. Sa critique de l'arbitraire royal et des privilèges de la noblesse a contribué à miner les fondements de l'Ancien Régime. Quand, en 1791, ses cendres sont transportées au Panthéon, il est le symbole d'un nouvel idéal, celui d'une république fondée sur la raison et les droits de l'homme. Mais son héritage ne se limite pas à la politique. Voltaire a également révolutionné la littérature et l'historiographie. Ses contes philosophiques, comme Candide, sont des chefs-d'œuvre d'humour et de critique sociale qui ont ouvert la voie à de nouvelles formes de narration. Il a introduit l'idée que l'histoire n'est pas seulement le récit des rois et des batailles, mais aussi l'histoire des peuples, des mœurs, des arts et des sciences. Son siècle de Louis XIV est considéré comme l'un des premiers ouvrages d'histoire moderne, et il a posé les bases d'une approche plus scientifique et critique du passé. Aujourd'hui, alors que nous nous glissons doucement dans le sommeil, la voix de Voltaire résonne encore. Il nous rappelle que la liberté d'expression n'est jamais acquise, que la justice est un combat permanent et que l'intolérance peut ressurgir sous de nouvelles formes. Son combat pour la défense des droits de l'homme, son amour de la raison, sa soif de justice, sont autant d'héritages que nous devons continuer à défendre. Le sommeil est désormais total. Laissez-vous porter par cette dernière image. Un homme âgé, la plume à la main, écrivant pour la liberté, pour la tolérance, pour l'humanité. Le bruit du monde s'estompe et seul le calme de la nuit demeure.